Le vote américain qui aura lieu demain aura-t-il un impact sur le continent africain? Et en ce qui concerne l'Afrique, doit-elle encore attendre quelque chose de la part des États-Unis? Nous posons ces questions à notre invité Francis Laloupeau, géopoliticien et chercheur à l'IRIS. Bonsoir Francis Laloupeau et merci d'être avec nous. Maurice Dosso, bonsoir. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Blues démocratique 90-2020 aux éditions Cartala. Les relations États-Unis-Afrique n'a pas été un enjeu majeur lors de cette campagne aux États-Unis. Est-ce à dire que les deux principaux candidats en lice ne misent pas sur le continent africain? Vous avez raison. En fait, le mot Afrique était pratiquement absent de cette campagne. Bon, l'Afrique n'a pas été un sujet central, mais en même temps, il ne faut pas s'en étonner parce que dans ce genre d'élection, dans ce genre de campagne, le sujet de politique intérieure domine généralement. Néanmoins, n'est-ce pas révélateur d'un désintérêt profond pour l'Afrique, que ce soit du côté républicain ou du côté démocrate? Non, parce que je pense que traditionnellement, l'Afrique est rarement évoquée dans les campagnes présidentielles aux États-Unis. L'Europe, pas davantage d'ailleurs. Je pense que les seuls sujets de politique étrangère qui ont été évoqués, sont les conflits en cours en Ukraine, au Proche et au Moyen-Orient, et la Chine également, qui est effectivement un sujet central aujourd'hui dans la géostratégie des États-Unis. Pourtant, vous parlez de géostratégie, le continent africain est stratégique aujourd'hui de par le monde. Comprenez-vous que le continent africain soit si absent dans l'esprit, dans l'idée politique des dirigeants américains? Oui, en fait, l'Afrique est une pièce, je dirais, d'importance, de moyenne importance dans la politique extérieure des États-Unis, de manière générale. Et donc, ce n'est pas étonnant. Ça veut dire qu'en fait, il y a un département qui s'occupe des questions africaines. Et voilà, je pense que sur l'échiquier géostratégique des États-Unis, l'Afrique est, je dirais pas une variable d'ajustement, mais c'est une pièce sur l'échiquier, je dirais, de la politique d'influence des États-Unis, mais ce n'est pas une pièce principale. Aujourd'hui, les États-Unis, depuis quelques années d'ailleurs, ont les yeux davantage tournés vers ce qui est leur cible principale, c'est la Chine, et l'Indo-Pacifique d'ailleurs, qui constituent en fait essentiellement les éléments moteurs aujourd'hui, les éléments en tout cas impulseurs, enfin les éléments d'impulsion de la politique d'influence des États-Unis dans le monde. Alors venons-en aux deux principaux candidats en lice. En quoi un nouveau mandat de Donald Trump, le candidat républicain, serait une mauvaise chose pour le continent africain? On pourrait parler aussi de Kamala Harris. On va y venir, mais tout d'abord Donald Trump. Je ne sais pas si ça serait une mauvaise chose. Ce qui est évident, c'est que Donald Trump n'a jamais n'a jamais fait montre d'un intérêt particulier pour l'Afrique. Il avait qualifié de pays de merde. De manière plus générale, Donald Trump s'inscrit dans une politique isolationniste et protectionniste. Donc en fait, il y a l'Amérique d'abord et le reste du monde ensuite. Bon, évidemment, la Chine reste une constante, que ce soit pour les républicains que pour les démocrates. La Chine reste aujourd'hui une cible principale dans cette politique d'influence. Mais en fait, vous savez, il y a quelques années, Donald Trump avait employé ce mot que je ne vais pas employer ici ce soir pour qualifier certains pays, notamment les pays d'Afrique. Donc on voit bien effectivement le regard qu'il porte en fait sur le monde extérieur et sur l'Afrique en particulier. Cela étant, si Donald Trump était élu, il s'inscrirait aussi dans une forme de continuité, parce qu'en réalité, il y a une sorte de consensus comme ça, constant, entre les républicains et les démocrates sur cette politique africaine, avec des fondamentaux qui sont la politique commerciale, par exemple. Est-ce à dire qu'en cas de victoire de la démocrate Kamala Harris, les choses resteront pareilles, ou même une espèce de statu quo entre les États-Unis et l'Afrique? Je pense qu'elle va assurer une continuité de politiques menées par ses prédécesseurs démocrates, depuis Bill Clinton, Barack Obama et de Joe Biden. Elle va s'inscrire dans cette continuité qui, de manière générale, se résume dans les politiques de sécurité, essentiellement, dans l'AGOA, qui est le dispositif de la coopération commerciale avec les pays africains, qui reste d'ailleurs à renforcer, et puis aussi les questions environnementales et les enjeux démocratiques. Et ce n'est pas forcément le logiciel de Donald Trump. Alors justement, en parlant d'enjeux démocratiques, les dirigeants à la tête des pays africains qualifiés, jugés d'autoritaires où les droits et libertés sont malmenés, verrait-il l'arrivée de Donald Trump comme une bonne chose pour eux? C'est possible qu'il y ait un courant comme ça. Voilà, vous savez, aujourd'hui, ce courant populiste et adémocratique, démocratique qui travaille un peu certaines parties du monde, l'Afrique n'échappe pas non plus. Donc de ce point de vue, Donald Trump est la quintessence même, je dirais, de ce courant. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui en Afrique une certaine opinion
qui soutient cette candidature parce que il y a un effet miroir qui s'opère. En fait, Donald Trump renvoie, je dirais, cette image d'homme providentiel, producteur de miracles absolument inimaginables et improbables d'ailleurs. Et de ce point de vue, effectivement, il y a, je dirais, une sorte de passerelle entre ce courant qui se développe aux États-Unis et ce même courant qu'on peut observer dans certaines parties du continent africain. Alors, en préparant cette interview, j'ai retrouvé une enquête d'opinion du géant Gallup en 2019, selon lequel Donald Trump obtiendrait 52% d'approbation de la part de l'Afrique. Est-ce surprenant, selon vous? C'est surprenant sans l'être, parce que c'est ce que nous venons de dire, c'est qu'en fait, il y a aujourd'hui en Afrique, dans une partie de l'Afrique en tout cas, un recul, enfin des reculs démocratiques évidents. Il y a une remise en cause, en tout cas, il y a un questionnement, à tout le moins, de la question démocratique. Et un besoin de renverser, je dirais d'une certaine façon, les systèmes existants. Et ce besoin de renversement des systèmes existants existe aussi aux États-Unis, existe en Europe, existe un peu, en tout cas dans un certain nombre, dans certaines parties de la planète. Donc l'Afrique n'échappe pas, je dirais, à ces courants, qui aujourd'hui travaillent les pays de la planète. De ce point de vue, Donald Trump peut représenter, comme je le disais, peut incarner en tout cas, d'une certaine façon, peut être le porte-voix, je dirais, de ce courant et de cette interrogation, de ce questionnement du système démocratique, même si, il faut bien le préciser, quelles que soient, je dirais, les inquiétudes que l'on peut avoir aujourd'hui à l'égard de ce qui se produit aux États-Unis, le système démocratique américain reste quand même, enfin, sur ses fondations en tout cas, extrêmement solide. Alors, contrairement à Donald Trump, Kamala Harris s'est déjà rendue en Afrique l'année dernière, Ghana, Zambie, Tanzanie. Elle disait l'innovation et les idées africaines façonneront l'avenir du monde. C'était ce qu'elle disait lors de ce passage en Afrique. Selon vous, est-elle sincère ou est-ce une forme pour elle de continuation de la politique américaine qui est menée depuis plus de 50 ans sur le continent africain? Depuis 50 ans, comme vous dites, enfin, depuis plusieurs décennies, l'Afrique a constitué une sorte d'espace secondaire de la géopolitique et de la géostratégie américaine. Mais depuis quelques années, depuis une trentaine d'années à peu près, depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis se sont davantage investis sur le continent, notamment en ce qui concerne les enjeux démocratiques. Mais il y a aussi un phénomène nouveau. Il y a une trentaine d'années, il y a eu un tournant majeur qui s'est opéré en Afrique, c'est avec la diversification des partenariats sur le continent. Aujourd'hui, sur le continent africain, on retrouve évidemment d'autres puissances moyennes, émergentes, ou en tout cas des pays concurrents des États-Unis, potentiellement. La Chine, en premier lieu, d'ailleurs, premier investisseur en termes d'échanges commerciaux et en termes d'investissement sur le continent. Il y a également l'Inde, il y a également la Russie, il y a également il y a le Japon, la Turquie, etc. Donc aujourd'hui, les États-Unis doivent aussi compter avec ce nouvel espace concurrentiel, ce nouveau cadre compétitionnel. Et il me semble que depuis quelques années, les États-Unis sont en train de réajuster justement leur présence sur le continent africain pour tenir compte de cette nouvelle forme de compétition et surtout vis-à-vis de la Chine, qui reste une fois de plus, effectivement, la cible principale de leur géostratégie. Francis Lupo, merci d'avoir répondu à nos questions à la veille de cette élection aux États-Unis. Merci à vous.